Nous sommes partis début juillet pour la Calabre, étudier l'histoire de cette région emblématique du sud de l'Italie et du sud tout court en tant que représentation d'une condition subalterne, d'une altérité, d'une fracture par rapport au monde dominant. Pour comprendre le présent de la région et ses potentialités, il fallait d'abord en évoquer le passé, en essayant de renouer les fils d'un discours susceptible de tenir ensemble des présences humaines apparemment éloignées. D'une part, les brigands calabrais de la fin du XIXe siècle, et d'autre part, les migrants qui rejoignent aujourd'hui l'Europe par la Méditerranée. Les uns et les autres, occultés dans leur réalité historique et humaine et fantasmés par le discours dominant. Étions-nous ainsi partis à la découverte de la véritable identité culturelle et humaine de la Calabre actuelle? Nous étions confiants, aidés par une terre qui, quand tu la traverses, à chaque pas et à chaque regard, te raconte quelque chose d'elle-même. Nous savions que cette expérience allait stimuler un autre questionnement qui nous concerne tous, sur nos identités et sur nos propres sentiments d'appartenance. Le destin de la Calabre a été fixé en époque post-unitaire par des choix politiques relevant d'une volonté d'exploitation coloniale. Après l'unification, en effet, le gouvernement du nouvel État italien impose une pression fiscale écrasante et des politiques commerciales protectionnistes en faveur des productions manufacturières du nord du pays, qui font effondrer les exportations vers les marchés internationaux d'huile, d'agrumes et de vin en provenance des régions du Sud. Les conditions de vie des travailleurs agricoles du Sud s'aggravent sensiblement. Ils sont privés du droit de jouissance des terres domaniales et on leur impose un service militaire de longue durée aux conséquences néfastes. La réaction des populations méridionales se manifeste d'abord par une rébellion généralisée contre l'occupant piémontais, que l'on pourrait qualifier de guerre anticoloniale, avec une connotation de classe très marquée. Le mode de vie en général en Calabre, parce que c'est à peu près le même partout, ils vivent comme on dit les autres. Ils n'ont pas besoin d'autant que nous on veut pour être heureux. Ils sont heureux avec ce qu'ils ont et je trouve que c'est une grande richesse parce que nous on est toujours là à courir derrière plus et on se rend compte qu'en fait on n'est pas heureux parce qu'on court derrière ces choses-là et eux ils savent vivre sans, ils savent s'en passer. Il y a ça, il y a l'architecture aussi qui est très similaire selon les villes. Là, on est dans un milieu où il y a beaucoup de montagnes, donc du coup la construction reste la même. Ça me surprend carrément de bouger de 200 km et de retrouver quasiment les mêmes escaliers, les mêmes rues. Après c'est typique, mais ouais. Ça, puis la bonté des gens et leur ouverture. Ils savaient qu'on était des étrangers, des touristes. Et dans certains pays, les touristes, on les arnaque plus qu'autre chose. On les voit comme des pigeons. Et ici, dès le premier jour, on a une très grande preuve de la générosité du peuple, des gens, et leur sens du partage. Et leur sens de la convivialité. Voilà, on n'a pas eu de mal à aller vers les gens, discuter. On a bien parlé avec certaines personnes, on a appris des choses. Et ça m'a marqué. Nel 1860 Garibaldi intraprende una spedizione che si conclude con l'occupazione dell'intero regno delle due Sicilie che viene ceduto da Garibaldi. En 1860, il y a Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, qui a cédé les territoires donc, de tout le sud de l'Italie, du royaume des deux Siciles, qu'il avait conquis avec une armée qui était remontée de la Sicile. Comment Garibaldi avait conquis ces énormes royaumes? Tout simplement, quand il était arrivé en Sicile, il avait promis de redistribuer les terres aux paysans. Ce qu'ils découvrent, en fait, les paysans, ils découvrent que Garibaldi ne tient pas sa promesse. Ils se rendent bien compte que les nouveaux occupants qui viennent du nord du pays, ils sont bien plus avides que les anciens patrons de ces terres. Leur révolte est née de ce constat. Ils sont obligés de déserter. Ils étaient obligés de quitter leur ville, quitter leur maison et de vivre en pleine nature pour échapper à la conscription. C'est une forme de rébellion de toute une population paysanne qui s'arme d'une manière conséquente pour résister, pour réagir à l'occupation. Et si on calcule les morts parmi les brigands et les victimes des représailles dans les villages parce qu'ils donnaient un appui et un soutien à ces populations,
et les déportés qu'il y a eu massivement, on arrive à 100 000 morts. Disons que selon certains historiens modernes, il s'agit du premier mouvement social de masse de l'Italie moderne. Après ce conflit et sa répression brutale, les gens du Sud qui ne se résignaient pas à la misère n'avaient plus d'autre choix que d'émigrer. Ainsi, les paysans qui avaient essayé de résister furent vite occultés par l'historiographie officielle. Réduits d'abord au rang de brigands, ils devinrent ensuite des immigrants, abandonnés à leur sort au nom du progrès de la nation. Leur exode massif vida progressivement les régions méridionales de leurs ressources humaines, se poursuivant par vagues successives tout au long du XXe siècle, avec une forte accélération à l'époque du boom économique des années 60. De son côté, la Calabre restait vouée à l'abandon. D'immenses territoires, à l'intérieur des terres, restaient inexploités et de ce fait même épargnés par l'industrialisation. Paradoxalement, ce qui semblait un malheur apparaît aujourd'hui comme une nouvelle opportunité, à condition de vouloir favoriser le repeuplement de la région, de sauvegarder ce qui reste des savoirs traditionnels et d'entreprendre la voie d'un développement durable, respectueux de la vocation économique du territoire. Ces opportunités passent donc par la valorisation de la culture locale et des savoirs qu'elle a su préserver, mais également par la capacité de comprendre les flux migratoires d'hier et d'aujourd'hui et de vouloir trouver localement la solution aux problèmes globaux. Avant de venir, j'avais comme des appréhensions par rapport aux Italiens, parce que à la télé, on a quand même des clichés sur eux, comme quoi ils sont racistes, ils ont pas un bon accueil, tout ça. Donc du coup, mentalement, avant de venir, je m'étais déjà préparée au cas où. Mais franchement, j'étais super surprise de comment ça s'est passé. Les gens ils sont souriants, ils sont accueillants, ils sont, je sais pas, c'est super chaleureux en fait. Je m'attendais pas à avoir un accueil comme ça. Et aussi le paysage magnifique, c'est super beau. Et dans les petits villages comme ça, les gens sont très simples et ils s'entraident entre eux. Et ouais, je trouve ça vraiment magnifique. Du coup, ce que je retiens le plus, moi, c'est comment les gens ils vivent ici. C'est vraiment différent de ce que nous on vit en France ou à Paris. Déjà, ils vont faire leur nourriture eux-mêmes plutôt qu'aller acheter des tonnes et des tonnes de courses au supermarché. Ils n'ont pas de technologie. Et nous, ça fait une semaine qu'on a fait ce qu'on peut sur la technologie. Ah bah, oui, ça va. On parle avec les gens facilement, alors que dans les grandes villes où il y a plein de monde dans les rues, on n'oserait pas, alors que là, ça se fait vraiment tout seul. Et à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on dit bonjour, alors qu'en France... Ouais, et ils nous répondent aussi, ça c'est impressionnant ça. Que les gens nous répondent, voilà, bonjour, c'est... En France, c'est pourquoi ils me disent bonjour, je ne connais pas. Je m'appelle Lilia Daoud, je suis algérienne, je suis venue en France pour mes études juste après mon bac. J'ai étudié en français, j'ai suivi des cours français dans une école française pour avoir un bac français et pouvoir venir ici. Mes parents ont fait ce choix pour que j'ai plus de chance plus tard pour trouver un travail parce qu'avec un diplôme français c'est plus simple de réussir. J'ai pas eu énormément de mal pour m'intégrer, j'ai jamais vécu de racisme particulier. Je parle bien français, j'ai pas vraiment de soucis à ce niveau-là et je n'ai pas le typique, le physique typique des Maghrébins. Donc je ne sais pas, peut-être que ça joue aussi. Si je devais supporter une équipe à la Coupe du Monde, ce serait l'Algérie. Parce que c'est quand même mon pays, j'ai grandi là-bas. Je me vois pas revivre en Algérie par contre. Parce que j'ai vécu des choses, j'ai connu des choses en France, une certaine liberté que je n'ai pas dans mon pays. En Algérie, je n'ai connu que des Algériens, des Kabyles plus particulièrement. Le seul défaut, on va dire, entre guillemets, c'est les difficultés au niveau papier. Pour renouveler ces papiers, en fait, c'est vraiment contraignant. Je n'ai pas droit à l'erreur, je ne peux pas redoubler, je ne peux pas changer de filière comme j'en ai envie. Donc en fait, j'ai pas droit à l'erreur. Le fait d'être étrangère, voilà ce que ça me coûte. Voilà. Mais du coup, je suis algérienne. Alors, bonjour, je m'appelle Grégory Lorac, donc je suis guadeloupéen algérien. Mon père est guadeloupéen, ma mère est algérienne. Moi, je suis né en France, ma mère est née en Algérie, mon père est né en Guadeloupe. Et donc voilà, après tous les deux, très jeunes, ils sont venus en France. Parce que voilà, en Algérie c'était pas facile, en Guadeloupe pareil. Et ils se sont rencontrés donc en banlieue parisienne, au lycée. Et puis voilà,
ça, ça a donné Grégory. J'ai encore jamais été en Guadeloupe, j'ai encore jamais été en Algérie. C'est la première fois que je vais aussi loin de chez moi aujourd'hui. Première fois que j'ai pris l'avion la dernière fois. Donc j'ai pas encore fait tout ça, mais bien sûr j'ai hâte de visiter, au moins visiter quand même mes pays d'origine. Le pays d'origine de mes parents plutôt. J'ai le droit à tout, il y a du colombo, des fois mon père il en fait, ma mère elle fait des couscous. Voilà, quand c'est le ramadan on a le droit à tous les gâteaux. Donc voilà, j'ai les deux bons côtés. Non, si on me dit t'es de quelle origine, je vais dire je suis guadeloupéen algérien. Après voilà, je suis français parce que je suis né en France, je parle français, j'ai fait l'école en France, j'ai tout fait en France, donc je suis français, je suis guadeloupéen et je suis algérien. On parle en français. Quand j'étais petit, ma mère me parlait en arabe, mais voilà, ça s'est un peu perdu avec le temps, j'ai pas vraiment appris. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas si grave que ça. Mais voilà, je comprends, des fois elle me dit quelques phrases en arabe, je comprends. Mais voilà, on n'a pas des longues discussions non plus, sinon on parle français. Au mondial? Pour le mondial, je suis pour la France. Ils sont nuls l'Algérie. J'aime bien, mais je suis pour la France. Je m'appelle Ludmila Aouchar de Kouchkovski. Je suis française. Mes parents sont français aussi, mais mes grands-parents sont du côté de mon père algérien et du côté de ma mère russe. Mon grand-père du côté de mon père est né en Algérie, il est kabyle, donc c'est les montagnes. Il est venu en France quand il était assez jeune et il y est retourné pour la guerre d'Algérie. Mon arrière-grand-père est parti de Russie pendant les révolutions russes. Il est parti en Allemagne et où il a rencontré mon arrière-grand-mère. Ils sont partis se marier en Angleterre et ils sont venus en France après. Ils sont retournés en Russie pendant une dizaine d'années où mon grand-père est né du coup. Et ensuite ils sont venus en France quand mon grand-père avait pareil une dizaine d'années. Je me sens un peu de tout, mais je me sens pas vraiment... Enfin, comme tout le monde, j'ai la sensation d'identité française. Un peu, les origines, c'est vraiment des origines pour moi, donc c'est vrai que ma culture est française, mon patrimoine est français. Mais après, je pense que c'est important aussi pour tout le monde, et je dis ça pour moi, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait penser. On est dans un monde où on a une grosse mondialisation, du coup on a des gens qui viennent un peu de partout, qui se mélangent beaucoup, et je pense qu'aujourd'hui c'est important d'avoir la culture et le patrimoine de notre pays, de là où on est né, etc. Mais je pense aussi qu'il faudrait que tout le monde se sente un peu plus des habitants du monde, en fait, et pas des habitants de pays particuliers, parce que généralement, ça peut être de là que viennent tous les problèmes de racisme et de problèmes d'identité culturelle et de non-acceptation des autres. Alors que là, quand on se sent vraiment appartenir à un monde global et à un monde où il y a d'autres gens qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres manières de vivre, bah, ça fait qu'on accepte plus facilement les autres en fait, et du coup, je pense que c'est ça. En 1998, à Riace, après un siècle d'émigration, la démographie est au plus bas de sa courbe, avec une population d'environ 500 personnes pour un village qui en comptait des milliers. C'est à ce moment que le destin joue sa part, avec un bateau chargé de 300 Kurdes qui échoue sur la côte calabraise à quelques kilomètres de Riace. Domenico Lucano a une intuition qui va marquer le destin de sa ville. Pourquoi ne pas saisir la chance de les accueillir et de voir ainsi le village se repeupler? Pour organiser l'accueil, Domenico Lucano fonde avec une poignée d'amis et avec les nouveaux arrivants l'association Città Futura. L'idée est d'associer les migrants aux prises de décision afin de pérenniser leur présence sur le territoire. Cette stratégie a permis de relancer l'école, de rouvrir d'anciens ateliers d'artisans et des commerces. La ville recommence à vivre. L'accueil répandu favorise une présence bien visible des immigrés dans le village. L'utopie de Riace se dessine ainsi au cœur de la normalité des relations humaines fondées sur l'écoute et le partage, la collaboration et l'échange. Riace adhère au projet SPRAR, système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés, mais sa gestion de l'aide du ministère est unique en son genre. È unico paese che il progetto è andato bene, a Riace Domenico molto impegnato con questa cosa per andare più una cosa giusta, no?
e dopo piano piano... Le village s'est mis à travailler pour l'accueil d'une manière beaucoup plus importante. Il y a d'autres communes qui sont venues ici pour demander comment fonctionnait donc leur projet d'accueil et pour participer eux aussi. Riace est resté le modèle de référence pour les communes qui étaient autour et qui voulaient donc se consacrer eux aussi all'accueil des immigrati. Io vado in tutti i paesi d'Europa, Francia, Germania, Belgio, Olanda, fino a Scandinavia sono andato, in Cecoslovacchia, vado in giro, ma mi torno sempre a Riace. Io sono andato al mio paese e mi mancava Riace perché... Il a trouvé du travail ici, 6 mois après, sa famille a pu les rejoindre parce que quand il était arrivé, il était tout seul, il a fait en sorte de trouver un travail et après de faire venir sa famille les rejoindre. Et qu'après, il a eu l'occasion de voyager, il était dans le monde entier, il était en Scandinavie, il était en France, il était un peu partout comme ça pour voir, mais à chaque fois il avait envie de revenir dans son second Kurdistan en fait, qui était Riace. Io voglio dire una parola. Depuis 2008, Barème donc, il a la nationalité italienne et maintenant il est libre de circuler partout. Il pourrait aller travailler en France, il pourrait chercher de faire sa vie ailleurs. Mais s'il reste ici, c'est un choix parce qu'il lui plaît d'être ici. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai vraiment l'impression d'être heureuse parce que les gens en fait transmettent ce bonheur aux autres, même les gens qui n'habitent pas forcément ici. De voir que finalement ces gens-là, avec pas forcément énormément, ils arrivent à faire des choses fantastiques et on a vu ça avec les artisanats aujourd'hui et franchement c'était impressionnant et ça donne vraiment beaucoup d'espoir. On espère vraiment que ça s'arrêtera jamais parce que les personnes âgées, elles se retrouvent jamais toutes seules et puis les immigrés ils sont entraidés, personne ne fonctionne tout seul. Tout le monde reconnaît volontiers que tout le monde a besoin de tout le monde. Il y a une vraie modestie. Il n'y a pas de fierté en mode j'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul. C'est non, je reconnais que j'ai besoin de l'autre et moi je trouve ça très important. Malgré qu'ils aient quitté leur pays d'origine, ils arrivent quand même à cohabiter avec leurs différences, mais ils se rejoignent entre eux. Et même les Italiens, ils sont très accueillants, donc il n'y a pas de problème à avoir, je pense. La différence entre égalité et justice, si je me souviens. C'était vraiment intéressant la façon dont il faisait s'opposer les deux. Il a jamais lâché quoi que ce soit et il a toujours... C'est comme s'il faisait totalement abstraction du côté financier, du côté matériel. C'était toujours l'humain d'abord. On avait l'impression que lui, il est arrivé, il a fait mais en fait non, il faut le faire et il l'a fait en fait. Donc c'est... Moi j'ai été impressionnée par ça, la force qu'il dégage alors qu'il est très tranquille physiquement. Il disait que peu importe si les autres sont d'accord ou pas, l'important c'est de se lancer et de faire pour le bien des autres et de soi-même. J'ai eu la sensation qu'il avait vraiment envie de nous donner cette motivation pour vraiment penser à ce genre de choses et agir en conséquence, peut-être même s'engager et beaucoup de bien parce que ça voulait dire qu'il avait foi en nous, les générations qui arrivent et il s'est dit et il comprend bien que c'est nous qui sommes l'avenir du monde et qu'aujourd'hui c'est nous qui allons prendre la relève après. Franchement, la culture, l'histoire à chaque fois c'est super intéressant, triste des fois, par exemple pour ici le fait qu'ils aient coupé les subventions. Malgré tout, le sourire de tout le monde. Il avait dit un truc que c'était pas facile tous les jours mais qu'au moins ils avaient le sourire tous, même s'ils n'avaient pas forcément d'argent. Et qu'ils se couchent avec le sourire et en se disant qu'il y aurait un meilleur lendemain. Enfin, vous avez appris ici du coup pour tisser? Oui, j'ai appris ici. Vous tissiez pas du tout avant d'arriver? Non, je ne connaissais pas ça. Et c'était facile d'apprendre ça? C'était pas difficile puisque c'était quelque chose aussi que quand j'ai vu ça, j'ai aimé directement. Ouais. C'était pas si difficile pour moi. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose que vous faites tous les jours? Oui. C'est devenu ma passion, quoi. Super. Et comment vous vous approvisionnez en fil et en laine, vu que vous êtes au milieu des montagnes? Est-ce que c'est facile de s'approvisionner, d'avoir du matériel? Bien sûr, puisque tu sais, il y a la majorité de fils qui est ici, qui est fabriqué dans
dans ces villes. D'accord. Ça ne vient pas de loin. Quoi. Avec ils recueillent les herbes et ils font des fils. Est-ce que vous êtes libre dans la manière de décorer, dans la manière de tisser, ou alors vous devez suivre un... Non, non, tu es libre de faire ce que tu veux. L'idée qui vient dans ta tête, ce que tu vois que ça peut être bien sur ça, tu dis, bon, on peut faire comme ça et ça devient plus joli encore que c'est comme ça. Donc on se partage les idées. Okay. Nous-mêmes, on a encore perfectionné avec nos idées d'Afrique. Les petits trucs que nous, on a aussi, qu'on connaît aussi à l'Afrique. On essaie à mélanger pour faire encore plus beau. Et au niveau de la relation à Riace même avec les natifs italiens, ça se passe bien, il y a... Bon, avec les Italiens d'ici, on n'a pas de problème parce qu'ils ne sont pas si racistes. On est ici comme on est dans notre village. Quoi. On est ensemble tous les jours avec les gens, vous parlez, tu t'adaptes avec les gens du village. Tu ne peux pas appeler quelqu'un ici, on dit qu'on ne la connaît pas. Parce qu'on connaît tout le monde ici, on se connaît. Même les Italiens, quand tu dis, si tu passes là-bas, tu vas dire Maman Africa. On dit, ah, la grosse. Est-ce que vous avez appris le français à d'autres gens? Même ma collègue, elle parle le français maintenant. Quand j'arrivais ici, elle ne comprenait même pas. Elle est obligée de parler. Puis il y a des moments que je dois parler français pour qu'elle puisse aussi comprendre. Je lui dis, mais je parle ton talent, il faut aussi essayer de ma part. Bah oui. C'est ça. C'est ça, c'est un mélange de... Comme, tu sais, c'est l'intégration. Ça a été facile de vous adapter à la culture d'ici? Ça a été difficile ou... Pas si difficile. Quand il y a l'amour, rien ne peut être difficile. C'est beau. En octobre 2017, Domenico Lucano est mis en examen par le parquet de Locri pour escroquerie et concussion. Le procureur en charge du dossier sort de son obligation de réserve et communique directement avec la presse. Les journaux de droite se lancent aussitôt dans une campagne diffamatoire visant à démolir le système Riace. Sans respecter la présomption d'innocence ni attendre les conclusions du juge d'instruction, les éditorialistes anti-immigration accusent Lucano d'avoir monté une escroquerie monumentale avec l'argent du contribuable. Aucun des 17 chefs d'inculpation concernant l'escroquerie et la concussion ne sera retenu par le juge d'instruction. En revanche, le maire de Riace est toujours accusé d'avoir abusé de ses prérogatives à 2 reprises. Une fois pour sortir une femme africaine de la clandestinité et une deuxième fois pour attribuer la gestion du tri sélectif dans sa ville à une coopérative locale composée d'Italiens et d'étrangers. Mimo Lucano se dit confiant. Ses avocats ont des arguments solides et le réquisitoire du procureur, déjà bien écorné, s'annonce inconsistant. Mais le mal est fait. La machine à désinformer est désormais en route dans les réseaux sociaux et les subventions du ministère sont toujours bloquées. Les gens à Riace sont inquiets. Des tensions apparaissent, elles restent encore latentes mais pourraient éclater. Face à l'arrogance et aux menaces du ministre Matteo Salvini, il est de plus en plus urgent de construire un vaste réseau international, solidaire et vigilant. Come on.